Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Qui n'était pas là hier? Alors, pour vous résumer des chapitres précédents, hier, c'est une construction logique sur les 3 jours. Nous avons jeté un coup d'œil dans le rétroviseur des événements de cette année 2015. S'il vous plaît. Merci. Je disais donc qu'hier, nous avons jeté un coup d'œil dans le rétroviseur de ces événements de l'année 2015, essentiellement COP21, mise en œuvre de la loi de transition énergétique, et on a surtout exploré les grands enjeux autour de ces événements. On a parlé du financement de la transition énergétique, et on a entendu des retours d'expérience très intéressants, d'outils innovants qui se mettent en œuvre sur les territoires. On a parlé aussi de gouvernance, d'organisation, et ça continuera certainement aujourd'hui et demain, comme je le disais en introduction hier, une star qui est le territoire, les territoires. Les États ont négocié, ont pris des décisions, et les territoires maintenant agissent. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on vous propose d'avoir la focale sociétale de ces grands enjeux, de ces grandes évolutions, voire révolutions pour nos territoires. Quelles évolutions des modes de vie, quels changements sociétaux autour de ce phénomène de transition énergétique. Et ce prisme sociétal qui va nous occuper toute la journée va tout de suite être introduit par Patrick Vivray, que j'accueille, et merci d'être avec nous. Bienvenue. Venez. Et on l'applaudit, le monsieur, quand même. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour introduire cette deuxième journée, de regarder quels sont les grands mouvements sociétaux qui vont s'opérer dans les mois, les années à venir. Alors, la parole est libre, bien évidemment. On a quand même un peu cadré la commande auprès de notre invité. Il est intéressant que l'on partage son regard et son point de vue sur la manière dont les villes, les régions vont s'engager dans cette transition énergétique. Quelle place pour l'expression démocratique dans cette évolution, dans ces révolutions, dans ces transitions. On parlera aussi certainement de gouvernance. Est-ce qu'on va aller vers des changements de modèles sociaux? Seront-ils nécessaires? Et quelles sont aussi les conditions nécessaires à tous ces changements? Merci de nous éclairer. Vous êtes philosophe, essayiste, magistrat honoraire à la Cour des comptes, et je relève 2 récents écrits que vous avez produit au cours de ces derniers mois. Un livre, tout d'abord, Fraternité, j'écris ton nom. D'ailleurs, il y avait un fan là qui est venu vous le faire dédicacer il y a quelques instants. C'était votre regard après les événements de janvier 2015, les événements Charlie, sur cette société. Et vous nous avez redécrypté et redonné de la valeur à ce mot fraternité. Et puis, je vous cite également, très intéressant, et ça éclaire directement nos échanges d'aujourd'hui. C'est cette discussion que vous aviez eue avant la COP21 avec Nicolas Hulot et Edgar Morin, et qui a été retranscrite dans un petit ouvrage, Vivement le monde à venir. Vivement le monde à venir, c'est une belle invitation que vous nous faites, et on l'achète tout de suite parce que c'est du positif, et vous allez nous l'incarner, nous l'illustrer dans quelques instants. Juste avant quand même, que vous n'étiez pas avec nous hier, on peut remettre le dessin de Goubel à l'écran, parce que vous êtes ici au Cursal de Dunkerque. Et Dunkerque a démarré ses 5 semaines de carnaval la semaine dernière, et dans cette maison, alors on est très sage là, on est en assise, mais tous les samedis soirs, ça a commencé la semaine dernière, il y a le bal des carnavaleux. Et le plus 40 degrés, il est réel. Dans cette salle, j'ai testé pour vous. C'est une ambiance de folie.
ambiance qu'on vivra peut-être ensemble ce soir d'ailleurs, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà. Alors bienvenue à vous. On vous écoute pendant une quarantaine de minutes et après j'ai sollicité 5-6 d'entre vous et ils nous rejoindront après votre intervention et puis on fera un petit débriefing spontané avec eux, Daniel Grondin, Nicolas Dupuis, Martine Bizotta, Oliviane Malville. Hein, on se retrouvera là et puis on échangera avec notre invité. On vous écoute et on a hâte de vous écouter surtout. Bienvenue. Merci et puis bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce dessin est tout à fait adapté aux propos que je vais vous tenir, puisque moi, mon approche de l'énergie, elle est davantage sur les enjeux émotionnels, spirituels et politiques de l'énergie. Et je trouve intéressant de voir quelle est la connexion avec les enjeux énergétiques au sens physique, technique que vous abordez directement. Vous évoquiez le livre « Fraternité, j'écris ton nom ». Avec Abdenour Bidar, on a beaucoup œuvré. Abdenour Bidar qui a écrit un beau plaidoyer pour la fraternité, pour poser la question, à l'occasion de la COP21, de ce que nous avions appelé le double dérèglement climatique. Celui qui se traduit par un réchauffement global sur le plan écologique, mais celui corollaire de ce qu'on peut appeler le problème de la glaciation dans les rapports émotionnels et relationnels. Et on comprend bien qu'il y a un lien direct entre les deux. Plus une personne est solitaire et dépressive, plus elle compense par une consommation énergétique plus importante qu'une autre personne qui est à la fois solidaire et insérée dans un tissu relationnel qui lui donne la pêche, qui lui donne de l'énergie. Keynes, dans ses essais sur l'économie et la monnaie, qui datent de 1930 et que l'on a tout à fait intérêt à relire, tant il y a un certain nombre de liens entre les questions des années 30 et nos propres questions, parlait déjà de ce qu'il appelait le problème de la dépression nerveuse collective des sociétés qui sont confrontées à une abondance matérielle, mais qui sont complètement incapables de donner sens à leur vivre ensemble. Et il écrivait ça en 1930, c'est-à-dire la même année où Freud écrivait son fameux livre « Malaise dans la civilisation » ou « Malaise dans la culture », texte dans lequel, face à la logique montante de ce qu'il appelait Thanatos, la montée des logiques mortifères, il faisait un appel à l'éros. Eh bien, nous sommes bien au cœur de la question énergétique par excellence, parce que l'énergie, c'est tout ce qui permet de créer du mouvement physique, mais aussi du mouvement psychique, du mouvement émotionnel, du mouvement spirituel, du mouvement politique. Et si nous comprenons qu'il y a un lien entre les différentes formes d'énergie, du même coup, nous pouvons aussi mieux comprendre qu'est-ce qui bloque dans des situations où apparemment les conditions des solutions techniques sont sur la table. On est dans une région où l'approche de Jérémy Rifkin a été non seulement intériorisée, mais commencé à être mise en œuvre. Et on sait bien qu'avec le lien entre de l'énergie décentralisée et des outils numériques, on a des réponses techniques à la situation, mais quand on essaye de comprendre ce qui bloque dans leur mise en œuvre, on est bien obligé de remonter sur les autres formes de l'énergie, et notamment la question émotionnelle au sens large et la question politique. Alors pour le comprendre, il faut aller repérer qu'est-ce qui, dans le caractère systémique des crises et des fractures que nous connaissons, quels sont les éléments communs, quel est leur lien avec la question de l'énergie et du même coup, comment y répondre. Une hypothèse sur laquelle j'ai été amené à travailler assez précisément, c'est de dire, au cœur des grandes fractures que nous connaissons, évidemment la fracture écologique, la fracture sociale, mais aussi la fracture financière,
on a ce phénomène que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure. Alors la démesure sur le plan écologique, on la connaît bien. Avoir des types d'économies qui, en quelques générations, vont gaspiller des ressources fossiles qui ont été construites par la nature pendant des millions d'années, c'est de la démesure. La démesure dans le domaine des atteintes à la biodiversité, la démesure des grandes pollutions sur nos villes, etc. On voit clairement le phénomène de la démesure. Le phénomène de la démesure sur le plan de la fracture sociale, il est encore rappelé par ce chiffre terrible qui ne cesse de s'aggraver année après année, celui selon lequel 62 personnes ont aujourd'hui la fortune de 3,5 milliards d'êtres humains. Je me souviens à l'époque où j'avais beaucoup travaillé sur le rapport mondial sur le développement humain de 1998, que déjà à l'époque, le programme des Nations Unies pour le développement mettait en évidence que la fortune de 225 personnes à l'époque était égale au revenu de 2,5 milliards d'êtres humains. Déjà ça voulait dire qu'on était sur une planète en voie d'explosion sociale. Mais aujourd'hui, c'est 62 qui ont les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains. Donc la fracture sociale, elle est présente et elle est en voie d'aggravation avec, si les choses ne sont pas modifiées en profondeur, une mécanique à détruire les classes moyennes et à avoir effectivement une fracture de plus en plus accentuée entre une infime minorité d'ultra-riches, c'est même plus les 1%, c'est à peine les 0,1%, c'est plus près des 0,01%, et puis une forme de prolétarisation d'une grande partie de l'humanité. Donc ça, c'est aussi de la démesure. Et puis la démesure sur le plan financier, elle s'exprime notamment par la démesure de l'économie spéculative. Quand vous avez entre 700 000 et 800 000 milliards de dollars de produits dérivés, c'est-à-dire 10 fois la richesse mondiale effective, quand sur les 4 000 milliards de dollars qui s'échangent quotidiennement sur les marchés financiers, vous en avez moins de 5%, même aujourd'hui on est tombé à 2% qui correspondent à des biens et des services réels, quand le temps moyen de possession d'une action qui était pendant longtemps de plusieurs années, c'est quand même une part de propriété d'une entreprise, une action, est aujourd'hui tombée à moins de 30 secondes, notamment du fait de ce qu'on appelle le trading algorithmique, c'est-à-dire le fait qu'une majorité de transactions financières sont faites par des robots. Quand vous accumulez tous ces éléments, on est complètement dans la démesure du côté de l'économie spéculative. Aristote disait déjà, quand l'économie oublie que l'argent est un simple moyen et quand elle devient une fin, quand l'argent devient une fin, ça n'est plus, disait Aristote, de l'économie, c'est ce qu'il appelait de la crématistique, et à ce moment-là, ajoutait-il, la cité est en danger. Eh bien, nous pouvons dire aujourd'hui que la cité mondiale est en danger du fait de la démesure de l'économie spéculative. Et comme la façon dont les banques centrales ont réagi par rapport à tous les risques de récession de ces dernières années, ça a été une injection de création monétaire, mais sans aller travailler sur les causes des crises financières, et notamment celle de 2008, qui est d'attaquer les causes réelles de la démesure spéculative, évidemment, à chaque fois que vous créez 100 $ ou 100 €, les 2 ou 3 qui vont dans l'économie réelle sont tout à fait insuffisants pour relancer une dynamique économique, mais par contre, les 97 qui partent dans l'économie spéculative, eux, ils préparent les nouvelles bulles qui sont en voie d'explosion. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une nouvelle crise financière majeure. Le Monde a encore titré récemment sur cette question. Et on en est au point, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de repérer ce point, parce que tout est fait évidemment pour le garder dans la discrétion la plus absolue, où ce qu'on appelle le mécanisme chypriote, c'est-à-dire le fait face à une nouvelle crise financière d'aller chercher directement l'argent des épargnants. Je bois un coup comme ça vous donne le temps de...
Vous posez la question, où ai-je mis mon épargne? Le mécanisme chypriote, donc, qui est destiné à venir utiliser directement non plus seulement l'argent des contribuables, comme dans les crises précédentes, mais cette fois directement l'argent des épargnants, a été adopté dans des conditions d'opacité évidemment très grandes, mais par exemple la traduction en droit français de la directive européenne sur la faillite bancaire qui prévoit l'application de ce mécanisme dit chypriote, il est passé en droit français par une simple ordonnance pendant l'été dernier, le 20 août exactement. Évidemment, ça n'est pas une période de grands débats publics et de grande information, mais c'est une réalité qui montre à quel point, dans les milieux financiers, on sait que l'économie financière mondiale est d'une fragilité extrême. Vous avez 28 banques dites systémiques. La définition d'une banque systémique, c'est la capacité que la faillite d'une seule de ces banques puisse provoquer l'effondrement du système financier mondial. Vous en avez 28. Donc ça, c'est aussi de la démesure. Alors, quand on a repéré ce phénomène de la démesure comme étant un facteur commun de la fracture écologique, de la fracture sociale, de la fracture économique et financière, c'est important en même temps de comprendre les causes de la démesure. Et là, il y a un lien direct avec notre question énergétique. Sur le plan personnel, nous savons bien que si une personne est boulimique, alcoolique, toxicomane, que c'est un indicateur de mal-être, de mal de vivre. Ben, on peut aussi le démontrer justement sur le plan sociétal. Quand le rapport mondial sur le développement humain que j'évoquais tout à l'heure mettait en évidence, par exemple, que les dépenses mondiales de drogue et de toxicomanie représentent 10 fois les sommes qui permettraient de traiter la question des besoins vitaux de l'humanité, faim et malnutrition, accès à l'eau potable et assainissement, soins de base et un logement décent. 10 fois. Ça veut dire que nous sommes dans les conséquences de la gestion d'une économie mondiale, du mal-être et du mal de vivre. Parce que quand on se drogue durablement avec des drogues dures, c'est un indicateur de mal-être. On peut à la rigueur dire aller se prendre un pétard de temps en temps avec des copains par curiosité ou convivialité, c'est un autre domaine. Mais quand on se drogue durablement avec des drogues dures, eh ben, c'est un indicateur de mal-être individuel, mais aussi de mal-être sociétal. Les 5 millions de drogués américains avec des drogues dures sont un des indicateurs de mal-être de la société américaine. Donc le couple démesure-mal-être, on peut le retrouver à cette occasion. Sur le plan de la maltraitance, vous avez un chiffre qui est aussi tout à fait significatif, ce sont les dépenses globales d'armement. Là, ce n'est pas 10 fois, c'est 20 fois, ce qui permettrait de traiter la question des besoins vitaux. Donc là, c'est l'économie mondiale de la maltraitance. Parce que vous allez me dire, ben oui, mais l'armement, c'est destiné à nous protéger. On voit bien que là où on aurait vraiment besoin de protection, que ça ne marche pas ou que c'est trop tard. Et par contre, le marché mondial des ventes d'armes, qui fait qu'en permanence se trouve réactualiser l'économie mondiale de la maltraitance, lui, il se porte dans une situation magnifique. Et les 5 puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui normalement sont les plus responsables de la paix mondiale, sont aussi les 5 premiers vendeurs d'armes au monde. Donc là aussi, il y a un lien direct entre mal-être, mal de vivre, maltraitance et des mesures. Et puis, si vous voulez vous convaincre de ce lien sur la question de la fracture économique et financière, vous n'avez pas besoin de lire la presse alternative, vous prenez la Bible des marchés financiers, le Wall Street Journal, et vous avez cet éditorial tout à fait significatif qui date du krach de 1987, mais qui peut être reproduit dans la situation actuelle. Et dans cet éditorial, le Wall Street Journal disait spécifiquement ceci: Wall Street, mais ça vaut pour tous les marchés financiers, ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique. Et il suffit d'aller une fois dans une salle de marché, ou il suffit de regarder l'un des nombreux films,
Vous avez encore le récent sur le cas du siècle, qui montre le fonctionnement d'une salle de marché pour comprendre que oui, il n'y a pas de place pour le sang-froid, le recul, etc. Il est presque impossible de vivre dans une salle de marché si on n'est pas soi-même dopé, et en général de préférence à la cocaïne, tellement le stress, dans un sens euphorique ou dans un sens de panique, est permanent. Quand vous avez le couple euphorie-panique, c'est quelque chose que l'on connaît sur le plan médical. Pendant très longtemps, on a appelé ça la psychose maniaco-dépressive. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, avec un certain nombre d'amis, on a fait la proposition que ce soit dorénavant l'Organisation mondiale de la santé qui prenne en charge la régulation des marchés financiers. Nous sommes en face d'un problème de dérèglement pathologique majeur. Et quand une personne est atteinte de psychose maniaco-dépressive, pour la protéger elle-même et pour protéger ses proches, on prend des mesures de tutelle ou au minimum de curatelle. Donc là aussi, le couple des mesures mal-être, il est présent. Alors, une fois qu'on a repéré du point de vue du diagnostic que ce couple des mesures mal-être, mal de vivre, maltraitance est structurant dans les causes des grandes fractures auxquelles nous sommes confrontés, nous comprenons bien du côté positif que c'est un autre couple de type sobriété heureuse, pour reprendre une expression rendue célèbre par Pierre Rabhi, qui est adapté à cette situation. Sobriété face à l'ébriété, et sobriété, ça ne veut pas dire l'ascétisme. Je précise que le bon vin fait évidemment partie de la sobriété heureuse. Je le précise parce qu'en général, je vois qu'il y a au moins une moitié de l'Assemblée qui se décontracte à cette occasion. Tout ce qui fait, y compris le terme de satiété, peut être utilisé, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'une satisfaction non démesurée est possible. L'alternative à l'ébriété, si vous voulez, dans tous les domaines. Mais si on traite l'alternative à la démesure de l'ébriété avec toutes les propositions qui sont sur la table, parce qu'on sait comment faire pour traiter la question de la démesure sur le plan écologique, on sait comment faire sur le plan de la lutte contre les inégalités sociales. Toutes les mesures concernant la régulation financière, elles sont sur la table. Elles avaient d'ailleurs commencé d'être appliquées lors du G20 de Londres en 2009, avec notamment l'attaque frontale contre les paradis fiscaux qui constitue le poumon central du système de la démesure spéculative. Mais dès que les choses ont été mieux, les lobbies financiers sont remontés en première ligne et ont obtenu que toutes les mesures qui commençaient d'être prises soient renvoyées dans les limbes, ou comme la séparation banque d'affaires et banque de dépôt, réduite à une portion tout à fait symbolique. Donc ces éléments-là, d'une certaine façon, ils sont sur la table de la même façon que sont sur la table les mesures techniques de transition énergétique qui permettent d'aller vers une sobriété énergétique. Mais on ne peut pas traiter la seule question de la démesure si on ne traite pas les causes de la démesure qui sont à chercher justement du côté du mal-être, du mal de vivre et de la maltraitance. Et là, c'est l'autre question énergétique qu'il nous faut poser. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que le Forum social mondial de Belém a appelé la transition vers des sociétés du buen vivir, du bien vivre, devient à ce moment-là un objectif politique. Ce n'est pas simplement un enjeu personnel, le buen vivir. Ça devient un objectif sociétal et politique et la condition pour traiter l'autre forme du dérèglement climatique qui est justement du côté de la glaciation, qui est du côté des éléments de dépression et de solitude, qui travaille sur les conditions qui vont permettre un vivre ensemble des êtres humains tel que la sortie de la solitude et de la dépression ne se traduit pas par une compensation énergétique qui elle-même est source de démesure. Ah, je croyais qu'il y avait un dessin, comme vous regardiez là-bas.
Mais, ah oui, non, en fait, j'ai un écran, moi aussi, donc je peux regarder là. Donc, une fois qu'on a compris que le... Once you understand that the couple, sobriety and well living, or society and happiness. L'élément fondamental de la réponse au couple des mesures mal-être, mal de vivre, alors à ce moment-là, on peut réunifier la capacité de réponse en termes d'une transition énergétique qui n'est pas simplement de nature technique et physique, mais qui est aussi émotionnelle, la réponse à la dépression nerveuse collective, la réponse à ce que William Reich, dans Psychopathologie du fascisme, a appelé le phénomène de la peste émotionnelle. Nous sommes en plein dans les phénomènes de peste émotionnelle lorsque les logiques de peur, de repli identitaire conduisent, y compris des populations massivement, à basculer du côté de la peur ou du côté du rejet. C'est ce que Reich a analysé très fortement dans Psychopathologie du fascisme. Donc ça, c'est la réponse au deuxième dérèglement climatique. Et la question de l'organisation du buen vivir et de stratégie de bien vivre sur les territoires devient à ce moment-là un élément central de la réponse à la transition énergétique sur le plan physique proprement dit. Mais ça suppose aussi, et c'est le dernier point sur lequel je veux insister, puisque vous m'avez aussi posé la question de la démocratie à cette occasion, de traiter une autre transition énergétique qui est celle du rapport au pouvoir. Parce que le pouvoir est lui-même confronté à cette ambivalence. Regardez l'ambivalence grammaticale suivant que l'on utilise le verbe pouvoir comme étant un verbe auxiliaire qu'on écrit en lettres minuscules, qui n'a de sens qu'avec des compléments, auquel cas c'est bien un pouvoir de création et qui est démultiplié par la coopération. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir ministériel, au sens là aussi étymologique de ministère, qui est un pouvoir de service. Le ministère s'oppose au magistère, qui est un pouvoir de maîtrise. Donc un pouvoir ministériel, c'est un pouvoir de service qui se met au service de la création, d'une création démultipliée par la coopération. On est au cœur des enjeux de l'économie sociale et solidaire. Je vois Christiane Bouchard qui est ici et qui doit intervenir sur ces questions-là. Et on comprend bien à ce moment-là que ce pouvoir-là est un pouvoir en ligne, celui dont nous avons besoin pour traiter la question, pas seulement de la mise en œuvre de sobriété énergétique, mais de transition vers des sociétés du bien-vivre qui mettent en œuvre des capacités de sobriété heureuse. Mais vous avez aussi l'autre pouvoir, qui est celui qu'on écrit en majuscule, un substantif, le pouvoir, qui se suffit à lui-même, et où là, on ne parle plus de création et de coopération. On parle de conquête, on parle de rivalité, on parle de domination, et une domination qui génère de la peur des dominés face aux dominants, mais aussi la peur des dominants entre eux, parce que ce pouvoir qu'ils ont eu tant de mal à conquérir, ils ont peur ensuite de se le faire prendre. Et ce pouvoir en surplomb qui se méfie des potentialités créatives de la société civile, qui, au lieu de se mettre au service de ces potentialités créatives, est au contraire en permanence en train de se demander comment s'en protéger, comment y résister, et dans les cas extrêmes, comment entrer en conflit avec ces potentialités, évidemment, il est totalement antagoniste avec une perspective de sobriété énergétique et de politique du buen vivir. Et donc nous avons aussi besoin impérativement de cette mutation qualitative de la démocratie dans les rapports au pouvoir. Le pouvoir de conquête, le pouvoir en surplomb, le pouvoir centralisateur extrême, etc., le pouvoir dans sa logique guerrière est en plus un pouvoir en voie d'épuisement et dont la crise de légitimité est telle que, y compris dans un pays aussi marqué par la tradition du droit que l'est la France, on est aujourd'hui au bord
d'un effondrement démocratique majeur. Et l'indicateur représenté par le Front National n'est que l'un des indicateurs de cette délégitimation. L'abstention en est un indicateur au moins aussi significatif à cet égard. Et donc nous ne pouvons aller vers une véritable transition énergétique globale que si nous assurons aussi la transition énergétique dans le rapport au pouvoir. Et là, nous retrouvons la question globale de l'énergie qui traverse la question économique, qui traverse la question politique, qui traverse la question émotionnelle, qui traverse la question spirituelle au sens laïque du terme spirituel, c'est-à-dire le fait que les sociétés humaines ont besoin de se poser la question du sens de leur devenir. La caractéristique de l'humanité, c'est que nous savons que nous sommes mortels. C'est notre rapport à notre propre finitude qui constitue en même temps les conditions de l'intensité de notre vie. Vis comme en mourant, tu aimerais avoir vécu. Cette phrase, qui est aussi bien celle des sagesses orientales, Confucius, que des sagesses occidentales, Sénèque, elle pose la question directe de la vitalité de la force de vie face à la mort. Et donc la question ultime de l'énergétique, c'est la question de la valeur, mais de la valeur entendue dans son sens premier. Valor, en latin, ça veut dire la force de vie. La création de valeur ajoutée, c'est partout où il y a augmentation de force de vie. Nous comprenons bien que si nous réduisons la valeur à son expression monétaire, au value for money de la langue du business, eh bien nous allons passer à côté d'une immense capacité de création de valeur des sociétés. Ce que Amartya Sen, le prix Nobel hétérodoxe d'économie indien, appelle les capabilities, les potentialités créatrices. Donc il nous faut entendre la question de la création de valeur comme la question sociétale, personnelle et politique tout à la fois, qui est la capacité qu'ont les sociétés humaines à se mettre dans des stratégies de force de vie alternatives aux logiques mortifères qui sont du côté de la dépression, du côté de la peur, du côté des logiques guerrières, etc. Et quel est le mot grec pour dire la force de vie? C'est Eros, évidemment. Eh bien, par rapport à tous les éléments de la transition énergétique globale que je viens d'exprimer, la façon simple de les résumer est la suivante: vive la stratégie érotique mondiale. Merci. Merci bien. On va s'installer là-bas? Vous venez? Bon, ben vivement le monde à venir, alors. Hein. Alors, on a improvisé... la constitution, non pas d'un panel, hein, il n'est pas du tout représentatif, mais je solliciter quelques-uns d'entre vous pour débriefer à chaud ce que vous venez de nous expliquer. Alors je vais demander à Martine Bizotta, Olivia de Malville, Daniel Grondin, Nicolas Dupuis de bien vouloir nous rejoindre. Et merci d'avoir accepté ce petit exercice. Parce que c'est complètement improvisé et c'est bien comme ça. Alors Patrick Vivray, nos quatre invités, vous avez de l'élu du Sud-Ouest, vous avez des techniciens de collectivité, vous avez du sociologue, vous avez des animateurs de réseaux de proximité pour conseiller les habitants sur leur choix énergétique. Mais je n'ai pas envie qu'ils viennent avec leur casquette et on va en rester là sur les présentations. Ce qui importe, c'est juste en un petit quart d'heure d'échanger avec Patrick et de vous faire réagir. Alors peut-être d'abord une réaction à chaud sur ces deux champs qu'il nous a décrits, hein, qui portent ce phénomène de la transition énergétique. Qui veut commencer? Patrick? Allez-y. Oui, bonjour Daniel. C'est lui le fan de tout à l'heure qui est allé faire signer son bouquin. J'ai eu ma dédicace. Merci Monsieur Vivray pour ce livre, effectivement. Et ma question est plus sur la fraternité, en fait, que
mais qui ont été aussi Et de fait. et de fait de la transition énergétique, parce que vous parliez effectivement, vous indiquiez dans votre livre que la fraternité est aussi une possibilité, une voie, en tout cas, ou une alternative à lutter contre le repli identitaire. Mais ma question est aussi de savoir un petit peu sur des projets de territoire, notamment le nôtre de zones d'éoliennes posées en mer. Sur la partie consultation du public, débat public, l'État décide en fait d'engager un certain nombre se fixe des objectifs de production d'électricité et ensuite va consulter le public pour travailler sur l'acceptabilité des zones. Comment aujourd'hui mieux impliquer les territoires, voire les associer, voire même les impliquer au portage pour que dans cette consultation du public, parce que d'un côté l'État décide de choses, mais les territoires sont au cœur du projet. Et agissent pour... et déploient auprès des populations. C'est intéressant ce qu'il nous racontait tout à l'heure autour de la création de valeur. Hein, il vous a dit la création de valeur, elle sera aussi, voire d'abord non monétaire. Fraternité, ça le porte, ça. Hein. Alors, votre réponse là-dessus. Là, on a besoin de concret sur comment on anime ça au plus près des populations. Alors, d'abord un mot sur la fraternité, parce qu'on comprend bien que les coûts de la non-fraternité, et notamment quand la non-fraternité prend les formes extrêmes que sont ceux de l'assassinat, du meurtre, des logiques de peur, de rivalité, etc., les coûts deviennent insurmontables, y compris en termes énergétiques classiques. Donc une politique de la fraternité qui arrête de considérer que la fraternité est de l'ordre du supplément d'âme ou de la cerise sur le gâteau, qui dit non, y compris pour faire vivre pleinement la liberté et empêcher que la liberté devienne, selon le mot de Jaurès, la liberté du renard libre dans le poulailler libre, y compris pour faire vivre l'égalité et éviter que l'égalité donne lieu à un phénomène bureaucratique qui, à terme, peut même devenir totalitaire, comme on l'a vu dans l'histoire. Pour faire vivre et la liberté et l'égalité, il nous faut faire de la fraternité, non pas le supplément d'âme, mais l'anima, le souffle même des politiques publiques. Non pas la cerise sur le gâteau, mais la cerise dans le gâteau. Alors, à ce moment-là, il y a un lien direct avec votre question, parce que ça revisite ce que j'évoquais autour du thème mutation qualitative de la démocratie. Parce que, par exemple, pourquoi est-ce que l'État déciderait d'abord et consulterait ensuite? La nature même de l'élaboration de la décision a besoin de partir de la connaissance des acteurs du territoire. C'est ce que, par exemple, à l'occasion de la mission interministérielle sur les monnaies, nous avions proposé d'appeler la nécessité d'un audit des richesses réelles du territoire. Richesses réelles et nuisances réelles. Parce que les comptabilités monétaires ne nous renseignent pas sur cette question fondamentale. Est-ce que nous sommes en présence d'activités bénéfiques ou nuisibles pour les humains ou leur environnement? Puisque, comme je l'avais montré dans mon rapport Reconsidérer la richesse, vous pouvez avoir très bien des activités dangereuses, destructrices, polluantes, nuisibles, etc., qui donnent lieu à des valeurs ajoutées monétaires. Donc, effectivement, un audit des richesses et des nuisances réelles des territoires, point qui sera fondamental dans l'hypothèse que j'évoquais d'une crise financière majeure. Hein. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, il y a un effondrement du système monétaire? Les villes, les territoires vont être en première loge. Et la question qui sera posée, ça sera la question des richesses réelles. Ça sera la question de l'alimentation, ça sera la question de l'énergie, ça sera la question du transport, ça sera la question d'un vivre ensemble alternatif aux logiques de panique et de sauve qui peut, etc. Ben ça, c'est la question des richesses réelles. Et donc, un audit des richesses réelles est absolument nécessaire. Comment faire cet audit des richesses réelles? On a besoin de l'expertise des personnes qui sont au contact de ces richesses réelles sur les territoires. Donc on a besoin d'un pouvoir qui soit à l'écoute des citoyens pour apprendre des personnes au contact des richesses réelles et ne prendre des décisions qu'à partir de ce processus remontant. Ça veut dire qu'effectivement, une fois que la décision a été irriguée
par ce processus qualitatif, ça n'empêche pas de continuer à débattre et à consulter après. Mais si on ne l'a pas fait en amont, ben évidemment, on est hors sol dans tous les sens du terme. Donc là, il y a un lien très concret et avec la question de la démocratie, et avec la question d'une nouvelle approche de la richesse et de l'économie, et avec la question du vivre ensemble et de la fraternité. Tiens, tout à l'heure, une partie de réponse, hein, il y a un atelier sur l'économie circulaire où un territoire va nous montrer une carte, ils appellent ça la toile, une cartographie qu'ils ont faite pour identifier tous les flux de création de valeur sur le territoire. Et à partir de là, ils peuvent prendre des bonnes décisions de chantier d'économie circulaire à développer. C'est intéressant. Très bien. Ça va? On continue? Madame? Moi, je vous remercie déjà de cet C'est elle l'élu du Sud-Ouest, de Bayonne. De cet éclairage important. Alors, justement, en tant que politique, peut-être, je suis souvent... sinon surprise, du moins inquiète du décalage qu'il y a entre le discours politique, qui est souvent hors sol par rapport à une réalité que des élus plus locaux vivent sur le territoire, du moins certains. C'est toujours un plaisir de venir aux assises parce qu'on se retrouve avec de nombreuses personnes qui parlent le même langage, mais quand on est hors les murs, on ne retrouve pas ce langage-là. Alors effectivement, il y a ce rapport au pouvoir, comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, ce pouvoir descendant et la difficulté qu'il y a à faire remonter les initiatives, à les prendre en compte, à les accompagner. Mais il y a aussi une autre chose qui pose question, c'est la difficulté dans le rapport aux citoyens de ce que j'appellerais une suspicion dans une culture que je trouve en France extrêmement... Je viens du monde syndical, donc je la connais bien, du rapport de force et de la confrontation. Une suspicion sur qui? Sur, par exemple, la collectivité qui donnerait la parole aux citoyens, une espèce de méfiance dans ce processus, alors qui tend peut-être un petit peu à disparaître. Ouais. Alors elle est réclamée, cet échange, ce dialogue est réclamé, et en même temps, on y rentre pas toujours de façon évidente. On a un peu l'habitude d'attendre que les choses soient faites. Après, on sort les banderoles, on dit ça va pas, ça va pas. Collaboration, voire co-construction, sont des approches que je trouve difficiles à mettre en place dans notre culture commune, contrairement peut-être aux pays du Nord qui sont beaucoup plus habitués. Alors, vous aurez de beaux exemples tout à l'heure là-dessus, à commencer par celui de Peter Marland là, qui est arrivé et qui nous racontera comment il a inventé la ville de demain avec des processus de co-construction très aboutis sur son territoire. Oui, parce qu'on se met en place des outils de concertation, les conseils citoyens, les machins, mais est-ce qu'on va jusqu'au bout, quoi? D'une certaine façon, en jouant volontairement sur les mots, il faut substituer à un système descendant, un système d'intelligence ascendante. Parce qu'au total, on a un système qui gaspille une très grande partie de l'intelligence collective de la population. Je l'ai évoqué tout à l'heure à propos d'un audit des richesses réelles, mais c'est la même chose dans tous les domaines. Et effectivement, c'est là qu'on retrouve la nécessité d'un pouvoir ministériel au sens de service et d'écoute du repérage des potentialités créatrices d'une population plutôt qu'un pouvoir en surplomb. Et très souvent, les élus locaux, justement, c'est aussi pour ça qu'ils ont beaucoup plus de légitimité, parce qu'ils sont davantage dans cette logique de pouvoir créateur, à l'écoute des potentialités, et du même coup, ils facilitent la coopération entre les différents acteurs. Alors que c'est le contraire dès qu'on a un pouvoir en surplomb et qui traite les citoyens comme des cons, justement, et qui est incapable d'utiliser leur intelligence et leur énergie collective. Mais ça suppose effectivement de sortir d'une conception de la démocratie qui est essentiellement régie par la logique du rapport de force. Une démocratie réduite à la loi du nombre,
passer mes 50% ou ma majorité relative, je veux voir qu'une tête, je passe en force. Regardez par exemple la question très justement débattue des lanceurs d'alerte. Ben, on comprend bien qu'un lanceur d'alerte, peu importe le nombre des lanceurs d'alerte, l'important c'est de savoir si l'information qu'il donne sur tel ou tel risque est pertinent ou non. Donc c'est une question qualitative et non pas une question quantitative. La citoyenneté, c'est une qualité démocratique. Et donc sortir de la logique quantitative du simple rapport de force pour aller vers cette mutation qualitative, ça veut dire aussi traiter autrement la question des désaccords. Moi, j'anime avec plusieurs réseaux citoyens un outil qu'on appelle des ateliers de construction de désaccords, qui se fondent sur un principe simple, c'est que ça n'est jamais le désaccord qui est toxique. Ce qui est toxique, c'est le malentendu, avec les deux dégâts collatéraux du malentendu, que sont le soupçon, vous avez évoqué la question de la suspicion, et du procès d'intention. Donc, dans un atelier de construction de désaccords, on va faire un travail qui va permettre de sortir des malentendus, d'identifier ce qui fait véritablement débat, mais comme on sera sorti des malentendus et comme on se sera écouté, tous les éléments qui sont liés à la suspicion, au sentiment du mépris, de ne pas être écouté, etc., vont être mis à distance. Et à ce moment-là, y compris les éléments de désaccord, les éléments de ce qui fait vraiment débat, vont être ressentis comme une richesse par la collectivité. Parce que entre des gens de bonne foi qui se sont écoutés avoir des points de vue différents, c'est probablement que la réalité elle-même exprime des facettes différentes qu'il faut prendre en compte. Et quand on monte ensuite dans la troisième partie de l'atelier, le traitement des désaccords, on demande aux parties en présence qu'est-ce qui, dans la position que vous ne partagez pas, qu'est-ce qui vous paraît particulièrement important, recevable à prendre en compte. Pas pour changer d'avis. L'objectif d'une construction de désaccord n'est pas un consensus. S'il y a un dépassement dynamique du désaccord, on ne va pas s'en priver, bien sûr. Mais le simple enrichissement qualitatif du désaccord va tout changer. Et à ce moment-là, dans le vivre ensemble de la démocratie, on sort des logiques de suspicion et les éléments de divergence qui ont été ainsi ciblés deviennent des outils, y compris des outils de traçabilité pour la suite. Parce qu'à ce moment-là, d'abord au passage, on a repéré, plus les malentendus se sont dissipés, plus on a repéré des tas d'éléments d'accord entre des acteurs qui, comme ils ont l'habitude d'être identifiés comme étant en opposition, le fait qu'ils puissent agir conjointement sur un certain nombre de terrains va avoir d'autant plus de force. Au lieu de dire, bah oui, c'est normal, c'est tel clan face à tel clan, si vous avez des gens identifiés comme appartenant à des camps différents qui disent ensemble, oui, sur ce point-là, nous sommes d'accord et nous sommes prêts à agir, ça a beaucoup plus de force. Et la partie de désaccord qui demeure, elle va être un élément, une nourriture pour la démocratie, puisqu'elle signale des points où soit il faut continuer à travailler, il y a des points qui font doute, soit il y a des éléments où on va avoir besoin de se donner du temps, notamment par l'évaluation. À l'époque où Michel Rocard était Premier ministre, j'ai fait une mission sur l'évaluation des politiques publiques. Je disais toujours, l'évaluation, il faut l'entendre, elle aussi, dans son sens fort. Non pas de la simple mesure, qui est un outil, mais de la délibération sur ce qui fait valeur. Et le mot valeur étant entendu au sens de force de vie. C'est pour ça que je dis que j'ai eu l'occasion de le dire récemment à une promo de l'ENA qui était un peu étonnée sur la dimension érotique de l'évaluation, justement, c'est-à-dire si la délibération a pour objet de définir ce qui fait valeur comme force de vie, ben évidemment le débat sur quelles sont les politiques publiques qui sont source d'appui à la force de vie, à la création de valeur, à l'éros face au thanatos, prend une intensité démocratique nettement plus intéressante. Ce que vous venez de nous expliquer est intéressant et très actuel. Alors sur ce sujet de la transition énergétique, l'animation jusqu'au bout du débat et de la confrontation citoyenne, je pense aussi à ce
ce qui s'est passé après nos dernières échéances électorales. On peut en tirer des leçons pour recréer le débat et l'expression. Ça nécessite d'avoir le temps long. Ici, il y a plein d'élus qui ont dit hier, si seulement on se donnait le temps long pour transformer les choses. Hein. Vous savez, c'est Castoriadis qui disait « la démocratie a besoin de temps ». Il faut arrêter de confondre les vraies urgences avec la précipitation généralisée. Nous avons de formidables machines à économiser le temps. Qu'est-ce que nous faisons du temps ainsi libéré? Le mouvement ouvrier a fait de la lutte contre les cadences infernales un enjeu majeur de son combat. Aujourd'hui, nous avons des cadences infernales, mais généralisées dans des sociétés de flux tendus. Nous avons besoin de récupérer ce temps libéré par le fait que des machines font le travail à notre place, pour le récupérer pour ce que Stuart Mill appelait dès 1848 du progrès artistique, du progrès spirituel, du progrès moral, du progrès amoureux. Le chantier de l'art d'aimer est un des enjeux majeurs de la transition énergétique globale, et le chantier politique où nous avons besoin de récupérer du temps pour travailler sur toutes ces questions-là. Ça, je le note, hein, parce qu'on va en faire un workshop, là. Hein. Olivia ? Merci beaucoup pour cette analyse, parce que je crois que pour nous qui sommes impliqués au quotidien dans la mise en œuvre de la transition énergétique, au plus près des acteurs citoyens, des décideurs publics, des professionnels, nous avons besoin d'un éclairage philosophique sur ce diagnostic, cet état, et sur l'évolution de notre société. Pour autant, votre constat est assez implacable. Dépression nerveuse, malaise dans la culture, démesure, cité mondiale en danger, faillite, mal-être sociétal, dérèglement pathologique, peste émotionnelle, ça fait peur. Ça fait peur. Nous sommes énergoliques, nous sommes malades. Alors, suffit-il qu'on nous le dise pour en prendre conscience, d'une part, et pour vous qui êtes un amoureux de la sagesse, pensez-vous que ce monde à venir, celui que vous souhaitez venir vivement, soit demain un monde plus sage? Vous le faites en 2 minutes. Hein. Une des façons de le faire, c'est de rappeler que le mot sagesse, il a la même origine que le mot saveur. Moi, je définis d'ailleurs souvent la philosophie comme l'art de la dégustation de la vie. Donc effectivement, comme dans toutes les grandes périodes de basculement historique, nous vivons la fin d'un monde. Ce n'est pas pour autant la fin du monde, nous vivons la fin d'un monde. Dans toutes ces périodes de bascule historique, nous avons besoin de faire retour à l'essentiel. Et ce n'est pas par hasard si les traditions de sagesse qui ont le temps long derrière elles, parce qu'elles travaillent sur la nappe phréatique fondamentale du rapport de l'humain au sens, à la vie, à la mort, à l'amour, etc., vont nous aider pour traiter nos problèmes de transition. Dans le Buen Vivir, nous avons autant besoin de Socrate, de Jésus, de Bouddha, d'Épicure, etc., que de l'état des dernières technologies. Nous ne pouvons avoir un bon usage des nouvelles technologies que si nous faisons appel à ce que j'appelle les TNTS. Les TNTS, ce sont les toujours neuves technologies de sagesse. Parce que la seule chose qu'on sait avec une nouvelle technologie, c'est que dans quelques années, elle sera obsolète. Mais s'il y a dans 1000 ans, si l'humanité est toujours là, elle continuera à se nourrir des œuvres des grands sages parce qu'ils lui parlent justement le sens fondamental des questions du rapport à la vie, à la mort, à l'amour et au sens. Donc à ce moment-là, oui, l'imprégnation des traditions de sagesse au cœur du politique, du débat démocratique, au cœur de la techné. La technologie, c'est le logos de la techné. On ne devrait jamais mettre un pluriel au mot technologie. C'est le logos de la techné, c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit le sens fondamental des outils que nous utilisons. Nicolas ? Oui, alors je vais revenir sur le principe de co-construction que je trouve très très pertinent, surtout appliqué au domaine de l'énergie.
Et donc je voudrais préciser qu'il quand même il s'agit il s'inscrit dans un système très global. Donc on a tous ici évoqué la globalité de ce système, c'est-à-dire on a parlé de santé, on a parlé d'économie, on a parlé de population, on a parlé d'élus, on a parlé de toutes ces personnes en fait impliquées et imbriquées dans ces projets, et également la vision top-down qui avait jusqu'à maintenant une influence assez forte, d'aller justement un peu dans le sens inverse, de prendre connaissance du savoir-faire des populations et aussi des personnes qui font l'activité locale pour permettre justement une création de valeur et de richesse d'une nouvelle manière. Et du coup, je voulais avoir votre point de vue aussi sur cette globalité du système et appliqué au domaine de l'énergie, comme on peut le voir actuellement sur des projets de démonstration, en fait, où on cherche l'avis des populations, on cherche l'avis de ceux qui mènent le projet, de savoir comment informer. Est-ce que cette information passe? Est-ce que le contact est fait? Est-ce qu'il y a des retours après démonstration? Voilà votre avis sur ce système. Est-ce que la co-construction peut être l'avenir de la mise en place de nouveaux projets sociaux et du coup énergétiques? Appliqué aux conséquences de la COP21 par exemple, au déploiement de cette loi transition énergétique. Maintenant, on arrive dans la réalité vraie, la co-construction. La co-construction, elle est plus que souhaitable. C'est une nécessité absolue. Vous parlez de la COP21, par exemple. Il n'y a de possibilité de mettre en œuvre effectivement cet accord que si les acteurs non étatiques montent en première ligne. C'était le rôle du sommet mondial des territoires qui s'est tenu à Lyon. C'est le rôle des acteurs de la société civile. On a, à l'occasion de la COP21, avec plusieurs réseaux citoyens internationaux, lancé cet appel qu'on a appelé le serment de Paris, sur le modèle du serment du jeu de paume, donc y compris avec un serment et un processus d'engagement mutuel. Et le titre de ce serment, c'est « Citoyens du peuple de la Terre, créons notre propre pouvoir ». C'est-à-dire, constatons aussi que le système des États-nations ne peut pas, à lui seul, traiter la question des biens communs de l'humanité. Si vous regardez la Terre vue du ciel, vous voyez tout de suite deux immenses biens communs que sont les océans et l'atmosphère, et un lien systémique entre les deux, puisque l'essentiel de la production d'oxygène dépend du phytoplancton des océans. Mais vu du point de vue d'un État-nation, les océans, c'est simplement leurs eaux territoriales qui les intéressent. Donc la co-construction, nous avons avec Michel Rocard et les membres du Collégium éthique qu'avait créé Stéphane Hessel, une rencontre à la mi-mars avec le secrétariat général des Nations Unies pour dire comment d'un côté l'émergence de la société civile mondiale, de l'autre côté le système des Nations Unies qui lui aussi est à bout de souffle, comment nous co-construisons ensemble des éléments tels que l'accord de la COP21, par exemple, puisse effectivement être mis en œuvre, parce que sinon il restera lettre morte. Donc oui, la co-construction depuis les territoires locaux jusqu'au territoire mondial, notre petite planète Terre, est un élément absolument fondamental. C'est la première fois que vous assistez à ces assises, alors nouvellement baptisées Assises européennes de la transition énergétique. Avant, c'était Assises de l'énergie. Elles auront lieu l'année prochaine à Bordeaux. Vous nous soufflez l'idée d'un thème iconoclaste là, pour les prochaines assises? Ah ben, si vous êtes d'accord sur la stratégie érotique mondiale, elle s'applique aussi à l'échelle européenne. Puis c'est marketing, ça va faire venir des gens. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à ce moment.